Je vais appeler sur scène la table ronde numéro 3, qui sera consacrée aux femmes et à l'entrepreneuriat Deep Tech. Alors j'ai pour ça six intervenantes. Daphné Thomas, Sandra Dubos, désolé si j'écorche, Isabelle Crime, Erika Cosset, Amélie Thépeau, Sophie Braque de la Perrière. Merci à vous toutes. N'oubliez pas le micro, sous le menton. On m'a demandé de vous le dire et de le dire à tous les intervenants. Voilà. Merci à vous, bonne table ronde et à tout de suite. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette table ronde qui va parler des femmes dans l'entrepreneuriat Deep Tech. Vaste sujet, hyper important, je trouve. L'objectif, c'est vraiment de mettre un coup de projecteur sur des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui se sont lancées, et de revenir aussi sur ce qui les a amenées à se lancer, quel a été leur parcours, le contexte, d'où elles viennent, quel aussi a été le déclic, qu'est-ce qui font que tout d'un coup, elles sont passées à l'action, comment elles vivent les choses aujourd'hui, et voilà, qu'est-ce qui fait les ingrédients aussi, selon elles, d'une start-up qui se lance dans de bonnes conditions. Voilà, donc l'objectif aussi, c'est surtout de montrer des modèles un peu différents, d'expériences différentes, et puis peut-être aussi d'inspirer certaines chercheuses, certaines personnes qui souhaitent se lancer dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat et qui peuvent rencontrer aussi des freins personnels. Voilà. Alors pourquoi donc cette volonté de mettre en lumière des femmes entrepreneurs? Alors oui, l'idée c'est pas forcément de cloisonner et de mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, loin de là, vous vous en doutez, mais c'est simplement parce qu'en fait il y en a très peu de femmes dirigeantes de start-up Deep Tech, et aussi très peu de femmes chercheuses, bizarrement, qui se lancent dans l'entrepreneuriat Deep Tech pour cofonder une entreprise, quand bien même il y a pas mal de dispositifs incitatifs qui permettent aux chercheurs de conserver leur emploi tout en se lançant dans une création d'entreprise. Alors pourquoi donc on ne va pas pouvoir répondre à ces sujets, et ce n'est pas l'enjeu non plus, on fera juste un petit éclairage avec des avis qui sont des avis individuels. En tout cas, Pulsalis s'engage dans cette voie de manière assez prononcée. On a lancé 2 programmes l'année dernière et cette année, un qui s'appelle Stronger et qui a vocation à inciter des femmes à prendre la tête d'entreprise Deep Tech, et puis un autre qui s'appelle le programme Starter, qui est un bootcamp pour les chercheuses et qui est destiné à vraiment les inciter à passer ce cap et à poser les premières pierres de leur projet de création d'entreprise. Voilà, écoutez, autour de la table... Qui sont-elles? Alors, on a autour de la table 2 chercheuses. Donc, je vous présente Isabelle Crime, qui est donc chercheuse au CNRS depuis 18 ans, et je vais le dire, et particulièrement au Centre de recherche en cancérologie de Lyon depuis 1 an, qui développe un projet d'entreprise qui vise le développement d'un candidat médicament anticancéreux en monothérapie ou en combinaison pour lutter contre la résistance des patients aux traitements actuels. Erika Cosset, chercheuse également au CNRS et chef d'équipe au Centre de recherche en cancérologie de Lyon, qui développe un projet d'entreprise qui porte sur l'utilisation d'une combinaison de micro-ARN pour le traitement de tumeurs cérébrales comme le glioblastome notamment. Nous avons aussi Sophie Braque, qui est CEO d'IlShape, une start-up de biotechnologie qui fait de la médecine, de medtech, qui fait de la médecine régénérative et qui développe une bioprothèse naturelle et personnalisée pour la reconstruction mammaire afin de régénérer les tissus des patientes grâce à une chirurgie simple. Et du côté entrepreneurial, nous avons également Amélie Thépeau, qui est CEO de Labskin Création et cofondatrice d'IlShape. Vous noterez qu'on a déjà parlé d'IlShape, donc nous aurons un petit sujet en commun. Labskin Création est une société d'ingénierie tissulaire qui reconstruit des modèles de peau sur mesure pour évaluer l'efficacité des produits cosmétiques et des molécules pharmaceutiques. Et enfin, Sandra Dubos, qui est investisseuse chez Creaxi, qui est donc un fonds d'investissement spécialisé en amorçage et qui est engagé dans la Deep Tech. Petite précision, vous noterez que c'est une table ronde féminine, mais c'est aussi une table ronde santé.
Alors, est-ce un hasard? Je vous laisse juge. En tout cas, c'était pas prémédité, mais c'est ainsi que ça s'est fait. Alors, pour commencer, peut-être on va commencer par déjà un regard un peu plus global, un regard, un point de vue d'investisseuse qui voit régulièrement des entrepreneurs venir à elle pour lancer dans un projet de levée de fonds en amorçage. Donc, Sandra, alors quel est ton regard sur la situation, sur l'entrepreneuriat féminin dans la deep tech? Merci Daphné. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, pour commencer, en fait, j'avais envie de vous parler d'un article que j'ai partagé il y a quelques temps, il y a quelques semaines, un article du Monde que j'avais trouvé pas mal du tout, qui s'intitulait « La longue route des femmes créatrices d'entreprises », qui date de septembre dernier. Et ce que j'ai aimé de cet article-là, c'est qu'on y retrouve un peu tous les ingrédients qu'on aurait tendance à associer sur ce qui pourrait expliquer que les femmes tentent moins, osent moins, et in fine, qu'on les retrouve moins à la tête d'entreprise globalement, et encore plus à la tête d'entreprise deep tech. En fait, on y décrit dedans les femmes comme étant, de par nature, frileuses, ayant une prise de risque plus mesurée que les hommes aussi. Ça, c'est ce qu'elles sont souvent par nature. Après, derrière ça, ce qu'elles vivent au quotidien aussi, c'est que, et là je vais apprendre ça à personne, mais c'est qu'elles sont aussi moins payées que les hommes, ce qui fait que quand elles démarrent, et in fine, elles ont un capital aussi moins important initialement. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il est important de noter, parce que ce capital que vous mettez au départ, c'est ce sur quoi ensuite vous allez commencer à asseoir cette notion de fonds propres et quasi-fonds propres pour aller chercher ces premiers financements. Donc, in fine, les femmes, quand elles osent, qu'elles se lancent, elles démarrent déjà avec un bagage un petit peu moins solide. Et en fait, moi, pour illustrer ça, j'avais envie de vous parler d'une femme chef d'entreprise que j'ai rencontrée il y a quelques années. Avant d'être investisseur, j'avais la chance de travailler dans l'équipe innovation de BPI. Et j'ai rencontré à ce moment-là, pendant 8 ans, un nombre qui peut se compter en centaines de chefs d'entreprise, hommes et femmes. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Marie-Ange Deray, qui est à la tête de la société FIM Médical. Et il s'avère en fait qu'elle s'est retrouvée contrainte en fait de reprendre la société suite au décès de son mari. Ce qu'elle a fait brillamment. Elle a su développer l'entreprise de manière, je pense, assez différente de son mari. Mais force est de constater qu'elle n'avait eu l'opportunité de le faire je dirais qu'à la situation tragique de la perte de son mari. Parce qu'avant, elle était, je crois, administrative et comptable dans la société. Donc en fait, c'est vraiment ce quotidien-là. Et puis, je laisserai les intervenantes décrire ce qu'elles vivent au quotidien et les raisons qui les ont poussées. Mais en fait, on a là un peu tous les ingrédients de ce manque de femmes à la tête d'entreprise aujourd'hui. Mais pour recentrer le débat sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, moi, j'ai trouvé aussi intéressant dans cet article-là, pour recentrer le débat sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement le manque de femmes dans les entreprises, c'est le manque de femmes dans les entreprises deep tech. Et je vais vous citer un passage de l'article qui est effectivement assez parlant. À un moment donné, on dit que la typologie des projets aussi, quand ils sont entrepris par des femmes, ne sont pas du tout les mêmes que les hommes. La journaliste écrit schématiquement aux hommes les projets liés à l'innovation, l'industrie, la finance, et aux femmes les métiers à vocation sociale, et à ceux alliés aux enfants, l'accompagnement, la fabrication de bijoux et de vêtements. Tout est dit. Je pense qu'aujourd'hui, sur ce tour Deep Tech, on est là pour essayer d'expliquer comment les femmes arrivent à surmonter ça et comment demain, on espère en trouver quand même un petit peu plus à la tête de ces entreprises dites de technologie, qui est un secteur qui reste très majoritairement réservé aux hommes. Oui, alors question dans ton travail au quotidien, est-ce que tu rencontres des entrepreneuses Deep Tech? Alors, je rencontre des entrepreneuses Deep Tech. Très rare. Alors, du coup, je vais quand même faire une distinction entre eux il y a quelques années. Moi, ça va faire bientôt 4 ans que je fais ce métier-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on en rencontre quand même un petit peu plus. Un petit peu plus qu'il y a ne serait-ce que 5-6 ans. Par contre, ces entrepreneuses deep tech, je dois constater qu'elles ne sont quasiment jamais seules et ne seront quasiment jamais seules mettre à bord de leur radeau. C'est-à-dire que autant ça choque personne d'avoir un homme qui pendant longtemps est ce qu'on appelle un solo founder, autant une femme, quand elle vient de la deep tech, souvent c'est quelqu'un qui vient du laboratoire et qui se lance, et force est de constater quand même au quotidien que quand on parle de la deep tech, on a quand même assez peu de femmes qui vont oser se lancer et qui ne vont pas rapidement de toute façon être associées à une compétence
qui leur manque, mais qui, je vous rassure, qui manque aussi aux hommes quand ils se lancent, parce que de toute façon, une équipe dirigeante, elle est souvent composée je dirais, de l'intelligence technique qui est associée à la compétence marketing, commerciale, etc. Mais la femme seule en deep tech va rester moins longtemps seule que l'homme en deep tech. C'est un mal? Non, c'est pas forcément un mal, mais c'est juste pour illustrer qu'en fait, on est sur des équipes managériales, souvent. En fait, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on fait quand on doit qualifier un dossier deal flow qui arrive, c'est simple, on a homme, femme ou mixte. Et ben, force est de constater que j'ai très peu de femmes, j'ai de plus en plus de mixtes et j'ai beaucoup d'hommes. Plutôt une solution du coup, qui semble convenir finalement. Tout à fait. Parce que alors nous, en tout cas pour ce qui est de Pulsalis, on a à cœur de faire en sorte que ce soit des équipes dirigeantes et pas uniquement un entrepreneur. Je ne sais plus quel est le terme que tu utilisais, mais seul. Le solo founder. Voilà, le solo founder. Ok. Écoute, merci pour ce regard global, en tout cas ton point de vue sur la situation. Du coup, petit tour de piste. Alors, je vais m'adresser plutôt aux chercheuses, Isabelle, Erika, déjà, mais aussi ensuite aux entrepreneuses. Et puis, n'hésitez pas à rebondir les unes sur les autres, bien sûr. Alors, vous, dans votre expérience personnelle, qu'est-ce qui, au départ, pour revenir au début de l'histoire, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? Je peux peut-être commencer. En fait, c'est vrai que l'idée de participer à une création d'entreprise, ça a trotté dans ma tête un certain temps, puisque tu as dit que j'étais au CNRS depuis 18 ans. Mais en fait, du coup, je me rends compte que ça fait un tiers du temps, parce que ça fait 6 ans que je réfléchis à l'idée de participer à une création d'entreprise. En fait, ce qui m'a donné l'envie, c'est quand j'ai commencé dans mes travaux de recherche à avoir des contrats industriels. Et je me suis dit, finalement, je le fais en tant que chercheuse, mais ça pourrait se faire au sein d'une entreprise. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et finalement, des années après, il y a eu un autre projet de recherche. Et là c'est devenu l'évidence que pour ce projet de recherche-là, il fallait créer une entreprise. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, finalement, ce deuxième projet d'entreprise est beaucoup plus risqué que le premier, qui était plus une offre de service aux entreprises pharmaceutiques. Donc voilà, ça vient un petit peu contredire cet article. Voilà, donc je pense que ça a été quand même très utile de réfléchir pendant des années sur ce projet, même si finalement le projet final est différent au niveau de l'offre et de la finalité de la start-up. Mais il y a quand même des points communs, le rôle qu'on peut y jouer, le temps que ça va prendre en tant que chercheuse. Est-ce qu'on veut continuer son travail de recherche, puisque ça c'est une question à se poser. Et donc ça avait mûri. Et donc au moment où il y a eu le projet, pour moi, la décision a été très très rapide. Donc c'est le projet qui a fait le déclic. Oui, le projet de recherche, oui, c'était une évidence qu'il fallait le continuer au sein d'une start-up. Et l'équipe, au sens où le projet il est en binôme avec l'étudiant de thèse justement qui a travaillé sur ses résultats de recherche. Et donc pour moi, l'équipe aussi au départ, le binôme, comme on dit chez Pulsalis, le binôme était très important pour moi. Ok, donc binôme. Et alors pourquoi tu t'étais pas lancée au départ sur ce premier projet? Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas lancée? C'est difficile de savoir. Je pense que pour moi, la question, c'est plutôt le fait que je me suis lancée finalement et qu'il y avait des évidences qui faisaient que là, je ne me posais plus la question. Je pense que quand on a à prendre une décision comme ça, c'est bien d'y réfléchir un certain temps, de se poser un certain nombre de questions. Et puis tout d'un coup, finalement, on ne se pose plus la question. Voilà, il faut le faire et on réfléchit plus. L'évidence s'impose, voilà. Ok, super. Erika ? Juste pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Isabelle, effectivement, je me retrouve un petit peu. Il y a aussi le fait que j'étais aussi à un moment donné dans ma carrière où je me posais la question je voulais développer ce que j'avais découvert, mais je voulais pas lâcher la recherche en fait. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment... Voilà, je suis un petit laboratoire, donc c'est de vraiment être à la paillasse. Mais en même temps, je voulais quand même, je sentais que ça allait pas se faire si je prenais pas les choses en main. Donc du coup, j'ai eu une période un peu où un peu ce qu'on a échangé juste avant, où je me disais bon, alors tu te lances pas. Hein. Puis au final, ce qui a aussi fait le déclic, c'est une proposition du CRCL en tant que chef d'équipe, et où je savais que finalement, je pouvais développer une start-up en étant chercheur au CNRS. Donc du coup, en fait, ça s'est goupillé très bien, je dirais. Et voilà, ce qui m'a fait me lancer, c'est un peu tout ça, quoi.
Oui, parce que tu avais déjà l'idée depuis un petit moment. J'avais déjà l'idée depuis un moment, et puis j'étais pas non plus attachée à 200% à faire une start-up. Pour moi, il fallait que ça aille sur le marché, aider les patients. Donc si c'était une grosse boîte qui voulait licencier, pour moi c'était bien aussi. Mais voilà, ça prenait trop de temps. Et puis voilà, je voulais que ça avance, et puis je me suis rendu compte quelque part que si je voulais que ça avance, il fallait que je me lance. Donc c'est un peu tout ça qui a fait que j'ai eu le déclic, quoi. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y avait besoin. En fait, c'est que tu as trouvé dans ton nouveau poste au CRCL aussi un terreau fertile qui te permettait de t'engager là-dedans, ce qui était pas forcément complètement, parce qu'avant, enfin, j'étais pas en France, j'étais à l'étranger, et il y avait pas, je ressentais pas non plus cette volonté de partir vers une start-up ou exploiter les choses. Enfin, c'était latent, c'est resté 2 ans quand même. Avant de déposer le brevet. Et du départ de cette idée où j'ai commencé à travailler dessus en 2017, le brevet a été déposé en septembre cette année. Donc maintenant, il faut continuer. C'est pas demain la start-up, c'est peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc ouais, ça a mis du temps. On est effectivement encore, comme pour Isabelle, à l'état de projet. Si je peux rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord que l'environnement du laboratoire est vraiment extrêmement important. C'est pas, je pense, complètement un hasard qu'on soit du même laboratoire. Moi, je suis au CRCL depuis 1 an pour ce projet aussi, parce qu'il y a vraiment de quoi développer des choses, faire avancer les projets, et il y a une dynamique particulière. Et donc, je pense que c'est un atout, et c'est quelque chose qui va nous influencer aussi. Quand on commence à avoir une start-up, 2, 3, voilà, c'est quelque chose qui nous encourage. Tout à fait. Oui, c'est le fait de voir aussi autour de soi d'autres chercheurs qui s'engagent dans cette voie-là, en parallèle de leurs activités de recherche, qui est aussi un modèle, qui est aussi une incitation aussi à se lancer. C'est ce que j'entends. Ouais. Il y a vraiment un vivier au CRCL pour ça. On est vraiment accompagné, soutenu. Puis c'est comme ça que j'ai découvert Busalis. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai participé au bootcamp. Ils sont vraiment dans la démarche de valorisation et d'accompagnement des chercheurs pour que des idées ne restent pas juste au laboratoire dans un tiroir, mais vraiment aillent en translationnel vers les patients. Okay. Je précise pour ceux qui ne sont pas de la santé qu'il y a plein d'autres laboratoires qui sont aussi dans cette dynamique. Rassurez-vous, Lyon est plutôt prolifique en la matière. Lyon et Saint-Étienne, bien sûr. Amélie, Sophie, alors, l'histoire un peu sur vous, comment est venue cette envie d'entreprendre ? Alors, je ne l'avais pas du tout. Je n'ai jamais pensé que je créerais ni une entreprise, ni 2 entreprises. Je travaillais, j'étais dans un laboratoire hospitalier. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit « on a une technologie entre les mains, ce serait bien de créer une entreprise. » Je lui ai dit « oui. » Mais en me disant que ce n'était pas pour moi, que... Enfin, je m'étais jamais posé la question parce que je me sentais vraiment pas capable. Et jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, non, moi aussi, je suis capable. Et du coup, je suis allée voir un incubateur d'entreprise, Créalis à l'époque. Et c'est comme ça que ça a démarré petit à petit. L'idée était venue, donc nous, on est aussi un binôme mixte. J'ai un associé chez Labskin Création. Mon associé, du coup, c'était lui qui m'avait proposé l'idée de créer Labskin. Et quand je suis revenue le voir en lui disant « écoute, oui, t'as raison, on peut créer une société », il m'a dit « non, pas de chance, je pars en Chine, je viens d'accepter un boulot. » Ah mince. Et du coup, il m'a dit « bon, allez, c'est pas grave, on y va, on va voir Créalis. » Et ensuite, moi, je pars en Chine. Pendant ce temps-là, tu te fais incuber et puis je rentre juste après. Donc, on va voir Créalis, on se fait incuber, ça marche bien. Et jusqu'à ce qu'il y ait une grande entreprise française qui demande à travailler avec nous. On n'était pas créé et cette entreprise, un grand groupe cosmétique nous dit « Est-ce que vous êtes, on a une étude à vous donner, est-ce que vous êtes prête ?» Je dis « la société n'est pas créée. » Il me dit « Combien de temps? Est-ce que la semaine prochaine, vous pouvez être créée ?» J'ai dit « oui ». Et ils m'ont dit bon, alors si vous créez la semaine prochaine, on signe avec vous. Je leur dis ça marche. En revanche, je leur ai précisé à ce moment-là que j'étais enceinte, et bien enceinte. Il m'a dit est-ce que vous avez le temps avant d'accoucher de faire la prestation? Bon, je devais finir la prestation genre 3 semaines avant d'accoucher. Je leur dis oui.
Et ils m'ont fait confiance et on s'est lancé comme ça. Et donc voilà, Lapskin s'est créé comme ça. Et mon associé est revenu, donc non pas 2 ans après comme convenu, mais peut-être 6 ou 7 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et ça a été très bien comme ça, parce que pour le coup, j'ai été seule pendant longtemps, ce qui a fait que j'ai pu prendre confiance en moi, prendre mes marques. Et maintenant, je suis très contente qu'on soit un binôme mixte, parce que effectivement, on est différents, les hommes et les femmes, et du coup, on se régule, on se module, on s'influence, on essaye de prendre le meilleur de chacun, et du coup, je trouve ça très bien. Top. En tout cas, donc binôme à nouveau, intéressant. Et donc ce que je peux préciser peut-être, c'est que tu avais fait une thèse. Toi, tu as expérimenté la recherche. Oui, j'ai expérimenté la recherche. J'ai fait une thèse. En revanche, je savais que moi, j'étais pas un rat de laboratoire. Moi, pour le coup, il me manquait quelque chose. J'avais quelque chose qui n'allait pas dans ma vie professionnelle, mais je pensais pas que c'était l'entrepreneuriat qui me plairait. J'avais besoin de voir autre chose. Alors pour le coup, l'entrepreneuriat, ce que je trouve super, c'est qu'on apprend. J'ai jamais autant appris que quand j'ai créé une entreprise. Parce qu'on a une vision à 360 sur tout et on apprend plein de choses et c'est ça que j'ai vraiment trouvé passionnant. Et je voulais aussi revenir sur l'environnement, ce qui m'a permis aussi de créer mon entreprise. C'est le laboratoire dans lequel j'étais à l'hôpital à l'époque, avec ma chef de laboratoire qui, elle, a été très ouverte à la création d'entreprise et qui a fait en sorte que j'étais toujours salariée, qu'elle me dégage du temps pour la création d'entreprise, ce qui a aussi limité les risques parce que c'était une période de ma vie, j'étais enceinte, je n'avais pas envie de prendre des énormes risques, je trouvais ça suffisamment risqué. Et du coup, ça m'a apaisée, ça m'a fait du bien d'avoir un laboratoire qui me pousse et qui me permette de faire ce que je voulais. Donc il y a aussi une incitation de quelqu'un qui finalement t'a fait confiance et te dit tiens, toi, je te verrais bien dans ce boulot-là. Ouais. C'est de là que mais j'avoue que l'environnement du laboratoire, ça compte énormément. Ouais. Donc un environnement de confiance. Et alors, donc peut-être parler de toi, ton envie d'entreprendre, et puis on reviendra un petit peu en arrière. Ça va rejoindre à un moment donné l'histoire d'Amélie, mais plus tard. Alors moi c'est simple en fait. Alors moi je suis pas du tout du monde de la recherche. Je suis diplômée d'HEC et j'avais qu'une envie, c'était de bosser sur les projets. Voilà, j'avais envie de faire des projets et qui aient du sens. C'était ça mon truc. Et en fait je me suis retrouvée chez Sanofi en fusion-acquisition, donc du business development pur jus là. Mais du coup passionnant parce que j'ai fait des projets hyper variés, j'avais été avec des équipes, je passais de la stratégie à très opérationnel. Donc en fait, voilà, j'ai passé pas mal d'années chez Sanofi dans différentes branches de business development. Et j'avoue que j'avais envie de faire un peu autre chose, mais en même temps, mon boulot était intéressant. Mon mari a monté sa boîte en parallèle. J'ai eu des enfants. Et finalement, la vie a fait que je suis restée pendant 16 ans chez Sanofi et Sanofi Pasteur. Voilà. Donc des postes de business development ou de management. Et puis, j'avais quand même toujours cette petite flamme de me dire, mais en fait, le grand groupe, il y a un truc qui me... Voilà, c'est très intéressant, on fait plein de choses, mais il y a un truc qui m'appelle ailleurs. Voilà. Et moi, mon déclic, c'était pas la techno, mais c'était l'âge. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu 40 ans. Et j'ai fait ma crise de la quarantaine, c'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, ce projet que j'ai en moi de faire autre chose, je l'ai toujours pas mis à profit. Il faut que j'y arrive. Sauf que quand on bosse et qu'on est bien impliqué, j'étais trop dans mon boulot et j'arrivais pas à trouver le temps d'aller construire autre chose. Et du coup, je me suis dit, le vrai enjeu pour moi, c'est de me libérer du temps et de pouvoir faire cette autre chose. Et notamment, j'avais envie d'entreprendre. Mais quoi, j'avais plein d'idées, mais très variées. Donc je me dis, dégage-toi du temps pour pouvoir faire ce projet. Et du coup, je suis allée voir mon boss de l'époque et je lui ai dit que je voulais partir parce que j'avais un projet d'entrepreneuriat et que j'avais le temps de partir quand ça l'arrangeait, mais qu'il m'aide pour que je parte bien. Et en fait, j'ai touché une corde sensible chez lui. Il m'a aidée à partir, alors quelques mois après. Mais du coup, je suis partie. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu ne pars pas avec un congé création pour être sûr que si jamais il y a un problème, tu reviennes dans l'entreprise? Non, mais j'ai dit, je veux partir pour vraiment, le grand saut dans le vide, quoi. Et du coup, je suis partie avec un vague projet en tête. Mais en fait, peu de temps après mon départ, moi, je savais que je voulais créer dans la santé. Et le hasard des choses a fait que j'ai rencontré Amélie et 4 autres associés, voilà. Et en fait, on est 6 associés aujourd'hui, donc mes 5 associés, mixtes.
Et 50-50. Et on est moitié fille, moitié homme, moitié femme. Et ça, on aime. Enfin, on trouve ça très riche et très enrichissant. Mais c'est mixte. Voilà. Mais nous, on aime beaucoup. Et donc, je les ai rencontrés. C'est là où voilà, il y avait une super équipe, il y avait beaucoup de compétences, beaucoup de complémentarité, et il y avait une techno. Et il y avait une belle techno qui était brevetée. Et c'est ça qui a donné envie, voilà, l'impulsion à IlShape. Oui, parce qu'Amélie, toi, du coup, tu étais sur l'Upskin Création, et en parallèle, En parallèle, on faisait beaucoup de R&D et on a rencontré une équipe universitaire, celle de Christophe Marquette. Et avec son équipe, avec l'Upskin Création, on a déposé un brevet sur la bioimpression 3D. On a été dans les premiers à bioimprimer de la peau en 3D. Et voilà, donc c'est une techno qui est utilisée chez l'Upskin Création, mais au-delà de faire de la peau, d'évaluer des molécules pharmaceutiques, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire pour les patients dans l'ingénierie tissulaire. Et très vite, on a vu que c'était dans la reconstruction mammaire qu'on aurait une opportunité, un marché. Et du coup, voilà, on voulait absolument avoir un projet autour de ça. Et c'est comme ça qu'on a cherché quelqu'un pour leader cette entreprise sur ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Sophie. parce que tu ne voulais pas forcément faire porter par l'Upskin Création, ce projet. Non, non, parce que alors c'est des sociétés vraiment différentes. L'Upskin, c'est une société de service, donc avec un modèle plus basique, qui fonctionne, qui est rentable. IlShape, c'est différent. IlShape, on a besoin de voir les choses. Mais bon, pour le coup, moi, j'aurais pas été capable en première entreprise de créer une société où tout de suite on parle de millions, on veut aller chercher des millions. J'aurais pas été. C'est pas le même business model du tout. C'est pas du tout complètement le même différent. business. C'est des levées de fonds, c'est un développement de produits, c'est un medical device. Enfin, voilà, c'est autre chose. L'Upskin, on s'est autofinancé. Du coup, c'était plus. C'est pas facile pour les femmes d'aller voir des investisseurs et de dire et d'oser dire voilà, je voudrais tant de millions. Non, c'est vrai. C'est plus difficile, je pense. On ose moins. On apprend ça au bootcamp de Starter. Au bout de camp À Starter. lâcher, voilà. Tout de Ouais. suite, il nous faut 10 millions, monsieur. Voilà. S'il vous plaît. Non, mais on s'y fait Je après. confirme effectivement, effectivement, parce qu'en fait les femmes, en plus, elles sont, donc on a dit plus frileuses, etc. En plus, elles sont beaucoup plus mesurées. Elles partent avec ce plus petit capital, et derrière, on le voit bien, elles sont aussi beaucoup plus prudentes dans les business plans qu'elles proposent, et elles ont du mal à sortir de cette coquille. C'est-à-dire que on dit souvent, les femmes, elles vont vraiment demander que ce dont elles ont besoin. Et limite, on peut recompter à l'euro près. Et c'est ce qui est très différent. Exactement. Ouais. Et moi, donc, j'avais ça en tête. Et du coup, il y a un journaliste qui m'appelle et qui me demande IlShape, les perspectives. Et là, je me suis dit, bon, alors, ok, Sophie, vas-y, lâche les millions. Et je me suis dit, vas-y, dis-lui que notre perspective, elle est énorme, quoi. Et donc, j'ai lâché les millions. Et en fait, que j'ai raccroché, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Comme si j'avais dit un gros mot. Et en fait, ça fait du bien de se dire, bah non, faut y aller, quoi. Donc après, pour rebondir là-dessus, moi, je connais un investisseur qui, quand il parle de l'entrepreneuriat féminin, dit que les femmes ont cette appétence au risque, c'est-à-dire que c'est une appétence au risque aussi, hein, comme les hommes. Par contre, elles le gèrent de manière plus prudente. Et en cela, ça en fait, selon lui, des qualités qui sont extrêmement importantes sur une entreprise, notamment deep tech, hein, biotech à risque, parce que le risque est pondéré, le risque est mesuré, et peut-être un peu moins tout feu tout flamme, mais en même temps avec une conscience plus forte, ce qui peut être aussi un atout pour la réussite d'une entreprise. Hein. On est d'accord. On est d'accord. En tout cas, il y a le besoin de justifier bien tout ce qu'on dit. Moi, je pense que c'est surtout ça, c'est de toujours bien justifier. Il y a un côté très... je veux toujours avoir le bon support et le bon backup de ce qu'on peut avancer. Ok. Et alors, pour revenir un petit peu sur la genèse d'IlShape, donc là, en fait, finalement, tu étais aux côtés des autres chercheurs, entre guillemets, scientifiques sur ce sujet. Hein. Ouais. Donc, tu as changé un peu de casquette pour ce projet. Oui. Et donc, en tant que scientifique, aux côtés des autres chercheurs, tu as cherché un dirigeant pour ton entreprise. Alors, comment s'est fait le choix, finalement? Une dirigeante, en l'occurrence. Ouais, on a cherché une dirigeante en plus. Ah, et pourquoi? Ouais. Parce que j'avais beaucoup porté, avant de rencontrer Sophie, j'avais beaucoup porté le projet de IlShape et je voyais bien qu'être une femme entrepreneur, en ce moment, il y en a tellement peu que ça nous facilite un peu la vie. C'est-à-dire qu'on est plus facilement mis en lumière,
que quand il y a des concours à compétences égales, très souvent, c'est la femme qu'on fait gagner. Alors, c'est pas très glorieux, mais il se trouve que c'est comme ça. Et du coup, on voyait bien que, et en plus, pour défendre un projet de reconstruction mammaire, que c'était mieux porter le discours, passer mieux dans la bouche d'une femme que d'un garçon. Donc, effectivement, quand on a cherché un CEO, on cherchait une CEO. Et les chercheurs étaient OK avec ça. Et tous les chercheurs étaient OK avec ça. Ouais. Parfait. Et donc j'entends aussi du coup que c'est un atout, là en l'occurrence. Oui. Non, mais faut avouer que la mise en lumière quand on est une femme entrepreneur, c'est sûr et certain qu'on est plus facilement mis en lumière. Ouais, non, mais vraiment. Il faut dire que vous êtes quand même des spécimens rares, donc effectivement. Il est quand même de bon ton de rappeler qu'on sort de des années de déshérence par rapport à ça. Donc j'aime beaucoup tous les témoignages du coup de cette table ronde, parce que effectivement ce que tu as dit Amélie, c'est très très vrai. C'est-à-dire que on manque, alors quand je dis on, c'est le monde de l'entrepreneuriat, les investisseurs et les financiers au sens large, manque de femmes créatrices d'entreprises. Ça a toujours été vrai, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de critères ESG, quand on parle de la gouvernance, quand on parle de tous ces sujets-là. Donc c'est un atout, même si, comme l'a rappelé Daphné en introduction, c'est toujours un petit peu dommage d'avoir à en passer par la question. Daphné, dans ta question, tu dis, mais est-ce que les chercheurs ont été OK avec ça? C'est-à-dire que même nous, on est auto-conditionnés. On est quand même auto-conditionnés dans cette condition-là. C'est-à-dire qu'en fait, on en vient à se dire, est-ce que c'est OK dans un ensemble mixte, où là, en l'occurrence, il y avait peut-être plus d'hommes avant que Sophie arrive. Donc, voilà, on est nous-mêmes autoconditionnés. Voilà. Et donc sur ces mécanismes de mise en avant, de mise en lumière, je trouve ça, moi, j'ai toujours un petit peu partagé. Je trouve ça super bien. Et en même temps, je me dis, mince, j'espère bien que dans quelques années, on n'en aura plus besoin. On est tout à fait d'accord que là, j'espère que dans 50 ans, ce sera même plus un sujet et que voilà. Mais moi, je pense vraiment que le plus gros frein, c'est nous. Moi, je pense que vraiment, les freins sont en chacune de nous, quoi. Et que c'est pour ça que c'est important d'avoir des profils différents, des modèles, mais c'est plus des profils, parce que voilà, qui puissent donner envie, parce qu'en fait, c'est nous qui nous mettons les propres contraintes, et c'est compliqué d'enlever tout ça parce qu'on est conditionné, etc. Mais voilà, si on voit qu'il y en a d'autres qui osent, j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui vont oser, quoi. Vraiment. Pour en revenir alors un petit peu au moment du déclic finalement, qu'est-ce qui fait que donc vous, Erika, Isabelle, en tant que chercheuse, donc c'est à la fois le déclic pour mener un projet d'entreprise, se lancer pour de vrai, parmi d'autres projets de recherche, on en a déjà parlé, mais c'est aussi le rôle que vous comptez occuper. Qu'est-ce qui fait que voilà, comment vous voyez les choses aujourd'hui dans votre projet d'entreprise par rapport à vos activités de recherche, voilà. Alors moi en fait je suis quand même toujours très attachée à la recherche, donc je veux participer le plus possible au projet de la création d'entreprise et au projet, mais pas en tant que CIO. Et donc mon projet actuel en fait c'est d'être plutôt partie scientifique, voilà, et de travailler en binôme avec le CIO sur ce projet-là. Voilà. Donc ce qu'on appelle des CSO, voilà, en bon français. C'est exactement la même chose. En fait, l'idée pour moi, c'était vraiment de garder mon activité. Parce qu'en fait, j'ai d'autres projets, potentiellement, qui peuvent aussi aller en deep ou pas, mais j'ai d'autres projets qui me titillent et que je n'ai pas envie d'abandonner. Donc, l'idée, c'est de rester en support scientifique et peut-être aussi technique, pourquoi pas, mais d'avoir quelqu'un comme vous qui serait là en tant que CEO pour vraiment développer la start-up. C'est vraiment ça. Oui, donc ça vous permet aussi de garder un peu de liberté, de créativité, de garder votre métier de chercheur. Pour moi, tu vois, c'est un métier complètement différent en fait. C'est vraiment, si je m'étais lancée en tant que CEO, j'avais l'impression, peut-être que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, mais d'abandonner la recherche et de focuser en fait sur un truc que j'ai découvert parmi X. Alors pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre? J'avais vraiment un dilemme interne. Donc je me voyais vraiment pas abandonner mes autres projets. Par contre, je voulais pas laisser tomber celui-là. Donc c'était pour moi en tout cas le meilleur compromis que je pouvais faire pour la suite. Et tu avais en tête que c'était possible du coup de se lancer dans un projet d'entreprise pour un projet de recherche et de conserver. Alors je savais, mais j'avais pas les modalités précises. Tu vois, par exemple au bootcamp, je me suis vraiment rendu compte que
En fait, il y a plein de choses différentes qui nous sont proposées comme façon de faire, je veux dire. En tant que CSO, comme tu dis, mais CTO, rester dans le board, pas rester dans le board, être détaché, pas détaché, et en continuer à être payé par le CNRS. Ça, j'ai Merci appris le ça. CNRS. Là. C'est fantastique. Non, mais je veux dire, il y a vraiment une volonté, et au niveau du CNRS aussi, de développer ça. Et c'est vrai que d'être entouré, enfin moi je trouve ça fantastique, quoi. Être entouré comme ça et de pouvoir développer quelque chose, être détaché, après revenir, ou bien détaché, partir, enfin, on a vraiment le choix de ce qu'on veut faire, et je trouve ça exceptionnel. C'est un sacré luxe, et franchement, il faut en profiter. Hein. C'est pas partout pareil, donc c'est chouette. Et là, justement, pour rebondir là-dessus, du coup, en tant que... Donc, vous êtes plutôt sur des postes de CSO, vous vous projetez plutôt en tant que CSO, vous allez devoir, du coup, trouver un binôme. Hein, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé. A priori, Isabelle l'a trouvé, mais moi, je n'ai pas trouvé de CEO. Vous n'en êtes pas plus au même stade d'avancement, en l'occurrence, Isabelle et toi, Erika. Oui, parce que moi, le projet, il est clairement lié aux résultats de travaux de thèse que j'ai pu encadrer. Et c'est l'étudiant de thèse qui a soutenu il y a plus d'1 an, qui va vraiment porter ce projet pour l'amener jusqu'au bout. Donc c'est tout à fait lié à cette rencontre, enfin ce travail en commun. Il y a une part d'humain dans le choix aussi de se lancer dans l'aventure d'une Ah création oui, d'entreprise. je pense que, alors là, si on peut revenir aux femmes, je pense que chez nous, c'est peut-être encore plus important. On a besoin d'une équipe où on se sent vraiment... On se sent bien, je suis voilà. d'accord. C'est crucial, mais je pense que c'est crucial pour le succès de toute façon. Donc à la limite, c'est pas un défaut, c'est au contraire, c'est une bonne chose. On a des bons radars et donc on va choisir. Et puis c'est des rencontres humaines avant. Ouais, c'est ça. Oui, on veut un CEO, mais on veut que humainement. Enfin, avec Sophie, quand on s'est rencontrés, c'est pas tellement nos CV qu'on a regardé, c'est la rencontre, c'est ce qui s'est passé entre nous qui a fait que ça a collé. Sinon, ça me paraît pas possible. Pour moi, une techno sans une équipe où il y a de l'humain au cœur, il y a rien, il peut rien se passer, quoi. C'est vraiment comment une très belle techno sans une belle équipe, ça donne pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Une très belle équipe avec une techno moyenne, on va toujours trouver des belles choses à faire. Je suis d'accord. J'en suis sûre. Comme quoi, le projet compte, mais aussi l'équipe, les personnes. L'équipe et l'humain. Elle transforme tout l'équipe. Mais bien sûr, c'est très important. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, là vous en avez parlé, Isabelle notamment, tu as parlé du fait de créer plusieurs entreprises, potentiellement. Et il y a des chercheurs qui, du coup, grâce à leur statut de chercheur, j'en vois un dans la salle même, qui créent plusieurs entreprises, qui en créent une, et hop, bonjour Olivier. Et puis ensuite, d'autres entreprises, petit à petit, même parfois de nombreuses. Et il y a le luxe-là, entre guillemets, en tant que chercheur, de pouvoir potentiellement créer plusieurs entreprises, alors pas toutes en même moment. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est possible, parce que finalement, Amélie t'incarne aussi ça. Oui. oui, c'est possible. Créer plusieurs sociétés et être chef d'entreprise, ça me paraît possible. Après, oui, non, c'est possible. Après, ça dépend des... Oui, mais tout est possible, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de carcan. Chacun fait aussi comme il le sent. Il faut arrêter d'écouter aussi tout ce qu'on dit, tout ce que les gens ont fait. C'est bien d'écouter, mais je crois aussi qu'il faut faire comme on le sent. Quand on crée une entreprise, on crée. Donc on crée aussi l'équipe, on crée aussi tout ce qu'il y a autour. Et je crois qu'il faut qu'on se donne aussi la marge de manœuvre pour se dire qu'en effet, il n'y a pas des modèles tout établis, tout écrit d'avance. Et les yaka faucons, non, en fait, c'est qu'est-ce que moi je sens au plus profond de moi et quelle est l'envie qui m'anime. Oui. Je pense que c'est l'envie avant tout. Oui. Et vous partagez toute cette envie, on est bien d'accord. Bon, je pense qu'effectivement, sans ça, ma foi, il vaut mieux se lancer dans autre chose. Mais je pense que la clé de l'entrepreneuriat, c'est quand même d'avoir envie de créer des choses, mais d'avoir surtout la motivation, parce qu'on y passe quand même un petit peu de temps, et on oublie toutes les contraintes s'il y a le désir qui est là. Et puis aussi au niveau des obstacles, parce que s'il n'y a pas cette envie, il y a tellement d'obstacles. Enfin, moi, il y a 10 obstacles plus loin, j'aurais pu m'arrêter, quoi. S'il y avait vraiment une envie de non, il faut que ça aille au bout, ce truc, parce que c'est super important. Donc, du coup, j'ai vraiment poussé pour que ça arrive. S'il n'y a pas cette envie-là, il y a trop d'obstacles, déjà qu'on s'impose à nous-mêmes, mais aussi extérieurs. Donc, il le faut. Oui, bien sûr. Ok. Et pour terminer, peut-être,
selon vous, alors peut-être question un peu générique, mais alors voilà, quels sont les atouts? Vous en avez peut-être côtoyé d'autres, des femmes entrepreneurs, vous voyez aussi des hommes entrepreneurs, vous voyez que les modèles ne fonctionnent pas tout à fait pareil, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais pour vous finalement c'est quoi un bon chef, un bon, on va dire, créateur d'entreprise, et quels sont les atouts d'une femme dans tout ça, quelles sont les opportunités qu'on trouve, et quels sont peut-être aussi les freins, tu en as parlé un peu Erika, d'où ils viennent. Il y a les freins intérieurs, mais il y a aussi peut-être d'autres freins ailleurs. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors moi, je ne saurais pas dire qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais chef d'entreprise. Ça, en tout cas, moi, ce que je retiens, notamment en tant que femme, c'est on prend confiance. Allez, on y va. Ça fait peur, mais on y va. Et quand même, je trouve qu'en France, on est quand même sacrément aidé. Je trouve qu'à Lyon, il y a un réseau, il y a une solidarité entre chefs d'entreprise, que ce soit hommes ou femmes. Je trouve qu'il y a une vraie solidarité. Quand on a le moindre problème, les moindres questions, on a toujours du monde autour pour nous écouter, pour nous aider, pour nous conseiller. Donc, Erika, peut-être? Je te rejoins dessus. Si je lance ça, c'est parce que je suis à Lyon, donc je ne peux pas être plus d'accord. Quand même, en vision, je dirais quand même qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit super motivé. Enfin, pour moi, la motivation, c'est dans tout, dans la vie, mais pour créer une entreprise, je trouve, en tout cas de mon point de vue, je pense que je suis celle qui est la moins avancée. C'est au niveau des obstacles qu'il y a, je trouve qu'il y en a énormément. Et il y a un réseau tellement super à Lyon, que moi, je n'ai pas encore fini de le découvrir, mais que je découvre à Lyon, qui est... moi, c'est la première fois que je vois ça, en tout cas. Et du coup, on se sent vraiment entouré. J'ai toujours l'impression que je peux envoyer un email ou appeler quelqu'un et je vais avoir une réponse. Et pas un mur où je me dis, comment je fais pour franchir cette étape et voilà, il faut vraiment continuer ça parce que c'est vraiment super. Il y a vraiment un réseau top sur la région, quoi. C'est une belle page de pub pour Lyon et sa région, vous l'aurez compris, pour le CRCL aussi. Le petit mot de la fin, alors Sophie et Isabelle. Je pense qu'il faut, oui, c'est une aventure. Je pense que la première chose, c'est la motivation, l'envie. Ensuite, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est que c'est aussi quelque chose où on va apprendre énormément et on apprend aussi sur soi. Ça, je pense que c'est important pour les femmes parce que c'est vrai qu'on a tendance à être très prudente. Ça, je pense que c'est un atout, mais on apprend beaucoup et on progresse. Et je pense que c'est des choses qui sont particulièrement importantes pour le projet. Donc, je pense qu'il faut que chacun, toutes les femmes qui ont envie viennent voir des femmes entrepreneuses et essayent de voir que c'est possible et de se rendre compte qu'elles peuvent aussi le faire. Se faire confiance, disait Amélie. Ouais, se faire confiance. Et alors moi, je vois bien le chef d'entreprise comme quelqu'un qui porte une vision, une mission avec une équipe. Et moi, je pense que ce qui est très important, en tout cas pour moi, c'est d'être bien entouré. Et c'est de pouvoir vraiment avoir son équipe, avoir tout. Et c'est pas que l'équipe, c'est tous ceux qui sont autour. C'est tout un écosystème qui existe en France, c'est très bien, qui existe, mais qu'il faut construire aussi. Des relations de confiance avec plein de monde, parce qu'en fait, une entreprise, c'est lourd à porter, il y a des obstacles, il y a plein de choses. Mais en fait, il faut avoir les bonnes ressources pour pouvoir les franchir sans que ce soit trop lourd, quoi. Avec cette vision, cette étoile là qui anime. Et moi, je vois vraiment comme quelqu'un, comme accepter aussi qu'on maîtrise pas tout, mais il faut savoir bien se faire aider au bon endroit, au bon moment. Et c'est juste de bien, mettre le warning, de pas aller tout seul, de pas foncer tout seul, mais d'aller avec les autres, quoi. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc bien s'entourer, ça revient quand même, c'est quand même pas mal revenu. À croire que la femme est un animal social, bizarrement. Alessandra, à toi. Déjà, je voulais juste revenir sur cette notion d'équipe mixte ou d'équipe solo, parce que, non pas que je sois farouchement contre qu'une femme créatrice d'entreprise soit accompagnée par un homme, mais je trouve que l'illustration qu'a expliqué Amélie, en fait, tu l'as dit toi-même, moi j'ai créé avec Morgan, mais en fait, j'ai été au final heureuse que ces 2 années se soient transformées en 6 et 7, parce que j'ai piloté ma barque, j'ai pris mes marques et j'ai pris confiance en moi. Et au final, je crois, parce que moi j'ai eu la chance de voir le projet d'Amélie du côté de BPI, puis après du côté en tant qu'investisseur, je crois typiquement que le projet d'Amélie, jamais on lui a dit « vous avez besoin d'être avec quelqu'un ».
C'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'il y avait un associé, mais en fait, jamais on lui a dit « il vous manque cette compétence-là, allez la chercher ». Donc effectivement, il faut se dire qu'il y a des projets où ce n'est pas nécessaire, même si au final, après, effectivement, il est revenu et puis vous avez retrouvé vos marques à deux, mais je voulais apporter ce petit complément-là. Moi, je trouve qu'on retrouve autour de la table tous les ingrédients qui font la particularité de ce qu'on voit émerger, et encore heureux, de plus en plus, c'est-à-dire que les femmes se lancent dans la création d'entreprises. Alors peut-être Sophie à part, parce qu'on voit que l'envie d'entrepreneuriat est arrivée avant, mais au final, chez les femmes, et là je suis désolée de faire une généralité parce que je déteste ça, mais on est quand même obligé d'en passer par là. Moi, je trouve, et au quotidien, je le vois parce que je rencontre énormément de créateurs d'entreprises et de chefs d'entreprise, ce qui fait la grosse différence entre les hommes et les femmes, c'est quand même le point de départ de l'envie. On va rencontrer beaucoup d'hommes qui vont vous dire à un moment donné, moi j'ai toujours eu envie de créer une entreprise. Avant même d'avoir un projet, une équipe, de se demander pourquoi, il y a une espèce de truc, je ne sais pas si c'est lié au gène ou quoi, mais on va quand même trouver ça dans l'ADN des hommes beaucoup plus que les femmes. Et au final, ce que vous illustrez ici autour de la table, c'est quand même qu'il y a d'abord une envie sur un projet ou une opportunité qui est donnée sur une techno, un projet. Et puis derrière, le deuxième critère, c'est l'humain. C'est-à-dire que vous rencontrerez beaucoup moins d'hommes que de femmes qui vous diront « j'ai créé une entreprise parce que j'ai rencontré un tel ». Non, j'ai créé une entreprise parce que j'avais envie et donc après, je me suis associée, etc. Et donc, je trouve que c'est très différent et du coup, c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire que dans notre métier d'investisseur au quotidien, je pense qu'il y a 15-20 ans, et là je vois au travers des participations que crée Axia, et on a des participations avec des fameux chefs d'entreprise qui ont été peut-être historiquement des binômes. Certes, je pense qu'il y a 20 ans, on avait très très peu de femmes pour le coup solo. Maintenant, on en voit de plus en plus et on en a accompagné encore très peu de temps sur les sociétés comme Elix Repair par exemple. Mais on sent effectivement qu'il y a cette impérieuse nécessité de projet et d'humain. Ce qui fait que ce défaut à la base du manque de confiance des femmes qu'on va retrouver est au final une qualité. Parce que le fait de s'entourer fait que vous arrivez avec des projets qui ont été challengés différemment, qui sont construits différemment, qui arrivent avec une sensibilité différente. Et je dois dire que les projets qu'on voit portés par des femmes depuis plusieurs années sont quand même construits, pas mieux construits que les hommes, loin de là, mais en tout cas construits différemment que ce qu'on aurait vu il y a quelques années portés par ces mêmes femmes. Moi, j'ai bien entendu qu'ils étaient un peu mieux construits quand même que ceux qui sont... Voilà, moi, je sais lire entre les lignes. Merci à tous. Je pense que voilà, on arrive à la fin de cette table ronde. Merci infiniment à toutes Merci Daphné d'avoir été présentes. Et voilà, j'espère que ça aura pu aussi inspirer certaines d'entre vous, chercheuses ou pas. Voilà, il est l'heure, c'est ce qu'on dit. Il y a une question sur Internet. Modernitude. Alors, quelle est cette question? On va faire plus simple. Je ne suis pas sûre que tout le monde vous a entendu. Ouais, si ça ne vous dérange pas. Pardon. Je la refais. Bonjour à tous. Donc une question sur Internet de Mathilde Maillard qui vous remercie pour ces belles interventions. Elle a une question, donc savoir comment le métier d'entrepreneur est perçu par votre entourage, étant donné que cela prend beaucoup de temps et d'énergie. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu toujours ou est-ce que parfois la vie, les projets personnels font qu'on doit se résigner à laisser l'entrepreneuriat de côté? C'est une très bonne question. Très bonne question, ouais. Moi, je veux bien commencer à répondre. Voilà. Évidemment que l'entourage réagit très bien et que les gens sont très fiers de nous et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et encore une fois, chacun sa façon d'entreprendre, de gérer une entreprise. Mais c'est comme quand on fait une thèse. Il y a 1000 façons de faire et il faut arrêter de se dire que on est chef d'entreprise, donc il faut travailler de 6h du matin jusqu'à 23h. C'est pas vrai. On peut très bien allier une vie familiale, une vie professionnelle. De temps en temps, mais comme dans tous les autres métiers, il y a des coups de bourre, on va travailler plus, on verra moins sa famille. Et dans d'autres moments, on y arrivera
Et en plus, je pense que le meilleur équilibre pour réussir professionnellement, c'est d'être heureux dans la vie et heureux au travail. Donc, je suis sûre et certaine qu'on peut tout concilier. Mais en tout cas, moi, je pense que quand même l'entourage, c'est une notion qui est très importante. Il faut qu'il y ait un soutien de l'entourage. Autrement, c'est compliqué, ça fait un obstacle de plus. Donc, je pense que c'est important de les amener à. Voilà. Et quand on est porté par son entourage et que tout le monde dit vas-y, c'est quand même beaucoup plus simple. Et moi, je pense que ça vaut le coup de. Enfin, l'entrepreneuriat, si ça vous rend heureux, voilà. Si l'entourage nous aime, ils ont envie qu'on soit heureux. Et le temps est une notion très relative après. Après, on fera toujours, je suis d'accord avec Amélie, on s'arrangera toujours pour trouver, pour être efficace dans ce qu'on fait. Mais voilà, si on est heureux par ce qu'on fait, on a tout gagné, quoi. On peut aussi être amené à devoir se défendre vis-à-vis de son entourage. Exactement. Notamment la mère inquiète qui dit « tu crois ?» Voilà, tu crois. C'est pour ça, et donc, du coup, là, c'est un obstacle de plus. Et, C'est ça. Et ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est pas voilà, c'est parce que l'entourage peut être moteur au départ ou supportive comme dans vos cas, et parfois un petit peu plus réfractaire. Mais à ce moment-là, c'est le premier obstacle à franchir finalement, c'est de les convaincre que l'aventure vaut le coup et qu'elle est conciliable avec une vie personnelle épanouie. C'est ce que j'entends. Ok, c'est tout. Merci à tous. Merci Daphné. Merci. Merci à toutes.